Et ce que j'aime, c'est que les 2 prochains matchs, c'est contre Tampa Bay et la Floride. Si on veut passer un message, parce que c'est potentiellement des adversaires pour la première ronde, s'il y a première ronde, on aime ça tout le temps relativer. Si on veut que les Sens passent un message à ces équipes-là pour dire que si vous nous affrontez en première ronde, ce sera pas facile. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, accompagné aujourd'hui de Stu Sabourin et JP Fortin, et on va avoir un peu plus tard avec nous un segment fan, un segment super fan, un segment... on a déjà eu l'idée d'appeler nos auditeurs des brigadiers, mais ça a été mort au feuilleton. Finalement, ça l'avait pas poigné. On va peut-être essayer de ramener l'idée. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Aimeriez-vous ça être un brigadier? Moi, j'aime ça. Good! Vous avez entendu sa voix, Stu Sabourin et JP Fortin, vous êtes là toutes les deux. Considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, Blue Sky, Threads, un peu partout à la Brigade Pod, et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. On enregistre ce soir, mercredi, le 2 avril. On a essuyé beaucoup de poissons d'avril. D'ailleurs, vous aurez compris que j'ai pas dit c'était qui l'invité spécial encore. Peut-être que c'est Spartacat, on va le savoir tantôt. Peut-être que c'est Spartacat, notre super fan. On sait pas. Il parle pas. Mais non. Mais il entend. Donc, on va voir tantôt qui ça va être. Puis, on est un peu dans tous nos états. Écoute, les podcasts sont enregistrés à un moment dans la semaine, le mercredi, le jeudi. Puis c'est souvent soit pendant un match, soit le lendemain d'un match. Puis le mood ou l'esprit du podcast va souvent être influencé par la performance de l'équipe dans son dernier match. On essaye que non, mais on est des petites bêtes d'émotion. On est émotif, puis c'est ce qui rend le sport tellement le fun. J'en vois des fois sur les réseaux sociaux qui sont tellement terre à terre, neutre, il n'y a jamais rien de grave, il n'y a jamais rien de trop le fun non plus. Et je me dis, non, moi, dans ma vie personnelle, on n'est pas de même zone. Je suis zéro émotif dans rien. Il n'y a rien qui me met high, il n'y a rien qui me met low, je suis neutre tout le temps. Là, OK, tout passe là. Ouais. Tout passe là, ça en est ridicule. Puis, ben là, veut pas, une autre défaite face au Sabres de Buffalo. On n'a pas posé la question officiellement sur les réseaux sociaux. On trouvait ça quand même un peu défaitiste. On voulait pas brasser un peu. Moi, je me suis prononcé. Moi, j'ai dit, je commence à être inquiète. Je commence à... J'aime pas ça. J'aime pas la tendance que ça prend. J'aime pas... On nous dit que le calendrier va être facile d'ici la fin parce que c'est à la maison. OK. Dans ma chronique au local sportif hier, j'ai parlé du mot en S, mais j'ai jamais été capable de dire le mot. Je veux pas le dire. La semaine passée, Stu, tu nous disais, ben non, il faudrait qu'il arrive à une catastrophe. Puis c'est encore le cas, là. Quelqu'un qui est bien rationnel, qui regarde ça, puis qui se dit, non, c'est encore le cas. On est encore bien positionné, 7 points en avant. Oui, c'est très possible que le Canadien nous dépasse. Puis c'est probablement le scénario le plus probable parmi les scénarios catastrophiques. Mais la deuxième wildcard devrait être pas pire assurée, à moins de vraiment que ça aille mal. Tu sais, parce que je pense que la seule chose qui me garde encore le plus espoir, c'est la performance des Sénateurs à la maison. Parce que oui, ils ont plusieurs matchs à la maison, mais il faut bien gagner. Là, ça fait plusieurs qui gagnent dernièrement, mais sont quoi? Sont 29 et 10. En tout cas, sont 20 et 10. En tout cas, je ne me rappelle plus de la... Ils en gagnent 2 fois plus à la maison qu'ils en perdent. Mais j'aime pas ça. J'aime pas la tendance qu'on sent ces temps-ci. Puis contre les Sabres, on dit, ben là, c'est un club qu'on devrait battre. Les Sabres sont derniers, mais c'est pas un club de dernière place, les Sabres, là. C'est un club qui joue tellement léger, ils sont bourrés de talent. Tu sais, c'est leur séquence d'à peu près 13 matchs à un moment donné de suite qui les a complètement tués. Puis là, eux autres sont plus stressés. Puis là, les Sénateurs, quand on dit que c'est un match important dernièrement, c'est plus eux. Êtes-vous stressés? Les Sabres jouent de la même manière que les Sens jouaient à ce temps-là de l'année. Dernière saison, exactement. Exactement. Un peu de pression, on joue pour le fun. Il y en a qui jouent pour des contrats. Il y en a qui cherchent des stats pis tout. Fait que c'est exactement ça. Puis on veut pas, les Sabres de Buffalo ont été notre bête noire tout le long de l'année, ont été balayés. On peut pas croire ça. Comment t'expliques ça? Hey, c'est incompréhensible. C'est la première fois depuis 93, je pense. Puis mal sale, là. Que Buffalo. C'est quoi, c'est 17 à 5, là, les buts? C'est comme... Les buts, c'est... James Reimer est le meilleur gardien de la Ligue nationale, premièrement. Oui, mais j'ai 2 statistiques super intéressantes contre Buffalo cette saison. Ben, pas nécessairement contre Buffalo, mais une statistique qui sort de Buffalo. Les Sabres de Buffalo ont plus de victoires en temps
réglementaire cette saison que le Canadien de Montréal. OK. Oui. Et 2, le différentiel des buts pour et buts contre des Sabres de Buffalo est nettement meilleur que celui du Canadien de Montréal. Les Canadiens de Montréal, s'ils participent aux séries, ils vont être à comme moins 35. Moi, j'ai jamais vu ça. La dernière fois que j'ai vu une équipe faire les séries et avoir un différentiel négatif de buts, c'était les Sénateurs en 2017 qui était à moins 2. Oui. C'est tout. Fait que Buffalo, cette saison, je pense que c'est pas une aussi mauvaise équipe que leur stats. Que leur fiche le démontre. Oui. Je sais qu'en janvier, ils ont perdu 13 matchs d'affilée, puis la saison est là. Parce qu'une équipe dans la saison, si tu gagnes 13 matchs d'affilée, tu fais série. Tu fais les séries. Oui. Si t'en perds 13 d'affilée, t'y feras pas. Puis regardez, Ottawa, en 2010, ils ont gagné 11 matchs d'affilée avec Brian Elliott dans les filets, puis ils ont participé aux séries éliminatoires, puis on s'est fait sortir en comme 6, je pense, contre Pittsburgh. Là, puis... Fait que c'est pas une mauvaise équipe, aussi mauvaise que leur fiche le démontre. D'ailleurs, Boston est dernier dans l'Est en date d'aujourd'hui et non Buffalo. Ils sont rendus à quoi? 10 de défaites de suite, eux autres? 9 ou 10, ouais. Non, c'est catastrophique à Boston, mais tout ça pour dire que, puis je pense que vous êtes d'accord avec moi, messieurs, moi, ce que j'essaie de comprendre quand je regarde les matchs contre Buffalo, c'est quand je regarde les 10 dernières minutes de la troisième période hier, on était où les 50 minutes avant? Ça, c'était où? Je comprends pas. Ouais. C'est ça, je comprends. Il a fallu il a fallu donner 3 buts d'avance pour dire, comme si qu'il y avait ils se sont tellement fait dire, continuez de jouer de la façon que vous jouez, puis vous allez en gagner plus que vous allez en perdre, qu'on dirait qu'ils ont pu on dirait j'ai l'impression qu'ils sont rendus ils sont tellement drillés, ils sont rendus des robots, ils sont rendus des machines, ils sont rendus on suit le plan. Je sens plus d'émotion, on dirait. Je sais pas si c'est parce que Brady n'était pas là, mais peut-être. Je sens plus la hargne puis le désir de vaincre. Parce que même les matchs, veux pas, les matchs qui ont gagné dernièrement, là, c'est pas pour rien qu'on les appelle les Sens cardiaques, les Cardiac Sens. Ouais. Fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un match solide? Aisé. Du début à la fin, c'est le game. Ils sont partis, merci, bonsoir, les 2 points dans le poche. Mm-hmm. Bon. En série, ça va tout être des matchs d'un but. Ça va tout être des matchs avec le goaler retiré à la fin. Puis ça va être beaucoup de matchs en prolongation, si série il y a pour les Sénateurs. Mais en série, c'est ça, tout le temps. Ou presque. Si t'es pas capable de gagner ce genre de match-là, tu gagneras pas en série. Je suis d'accord. Fait est-ce que les... c'est mon père qui me disait ça. Shout out, Majela Villeneuve. Il disait, est-ce que les Sens sont Brady pendant affectif? Ben, tu sais, veut pas, c'est sûr qu'ils changent la dynamique d'une équipe, là. On dirait qu'il y a personne qui est capable de se lever. Ben non. Ouais. Puis de prendre le côté émotif. De toute façon. C'est ça. Ben ouais. C'est ça. Mais moi, tu vois, je me posais la question hier, est-ce que l'équipe aurait pas besoin de quelqu'un comme à la défense comme Travis Hamonic, tu sais? Non, c'est vrai. Ça fait 2 matchs qu'il joue pas, là. On a dit qu'on voulait le voir à tous les 3 matchs. Fait que... mais moi, c'est ça que je disais hier. C'est pas sur Rex, que je me rappelle plus où. Je dis, c'est toute de la faute à Hamonic. Si on a perdu. La faute à Hamonic. Toujours la faute à Hamonic. Ouais. Mais pour répondre à ta question, Pascal, parce qu'il y avait une question initialement à tout ça. JP, d'habitude, t'es le premier à lever le flag quand tu vois que quelque chose marche pas et que ça t'inquiète. Oui. C'est vrai, ça. Ouais. Là, c'est toi qui vas nous rassurer? Ben, je peux pas dire. je peux pas dire que j'étais satisfait en tant que fan pour la performance contre les Sabres. Ma grosse inquiétude, j'aime pas ça de le mettre en dessous de l'autobus, mais Linus Ullmark, je sais pas si on en parle à tous les épisodes, mais Linus Ullmark, le premier hier, le premier puis le 4e, la passe à Cousins? La passe à Cousins, un lancé short side, là, c'est gardien élite de l'échelle, faut t'arrêter ça, là. Dans la situation du match que t'es. Moi, je dis un joueur élite de la Ligue nationale, il faut qu'il score. C'est pas un joueur élite qui a scoré. C'est qui? Je pense que c'était... qui a scoré, c'est où, 4e but? C'était le 3e, ça, non? Me semble que c'est le 4e, c'était... Bref, tu sais, veux pas, moi je me dis que t'es Linus sur le marque, gardien élite de NHL, faut que ce but-là, faut que tu l'arrêtes. C'est pas ce but-là, on est encore dans le game. Là, ça a comme coupé les reins à tout le monde. Puis le premier but, moi... Cherche la POC. Hey, comment tu veux? Tu reçois le lancer, puis sa tête ne bouge même pas pour chercher le puck. Ouais. Il est là, puis il bouge pas, puis il attend que ça se pose. Puis là, à un moment donné, il faut être, hey, là, merde, elle est passée. Tu sais, c'est ça qui m'énerve un peu de Linus Ullmark. C'est dans son tempérament qui est soft, calme, pas trop l'air à être stressé sur n'importe quel shot, donne beaucoup de rebonds, mais
c'est de l'inconstance. Ouais. On dirait qu'il y a des soirs que ça ne tente pas d'être là. Puis il y a des soirs qu'il est fumant, comme les performances contre Détroit, que c'est genre exceptionnel. Fait que ça m'inquiète un peu de savoir dans quelle sphère il va arriver s'il y a série et dans quelle sphère il est jusqu'à le dernier match de la saison. Parce que, veut pas, ça nous prend au moins 3 victoires pour se sécuriser. 3 à 4 victoires pour se sécuriser le cap des 90 points. Puis c'est toujours été ça pour en série éliminatoire. Exact. Ouais, mais gars, mettons, OK, les Sénateurs, même Montréal, on va peut-être faire les séries avec 86 points ou avec 84 points cette année. C'est assez spécial. Ça sera pas comme d'habitude cette année. Mais Linus Ullmark, son côté un peu nonchalant, ça a ses bons côtés aussi. T'sais? Ça a ses côtés où pas un gars qui panique sur la glace. T'sais, on voit plus la panique chez les joueurs, chez les défenseurs, puis même dans la chambre. C'est rassurant, je pense, pour les joueurs. Je pense pas qu'il y a personne qui prend ça comme un je m'en foutisme non plus. Mais oui, ça peut être choquant. Puis, il est tellement... En tout cas, puis Phil, on l'a diagnostiqué un peu sur le spectre de l'autisme à quelque part. Il est tellement non conventionnel dans ses discours. Puis mais prenez la peine de le regarder. Là. Pendant les matchs, des fois, il va faire la statue, mais complètement. Soit après un arrêt, il va arrêter une rondelle, mettons, puis il va la couvrir couché, puis il va rester couché 7, 8, 9, 10 secondes, comme ça. Pendant que tout le monde se lève, tout le monde, lui, reste là. Il va donner un but par-dessus l'épaule, il va lever son épaule, puis il va rester comme ça. 5, 6, 7, 8 secondes. Puis après ça, vous remarquerez les pauses qu'il prend après. Il va, même affaire, il va geler une rondelle, il va rester couché là pendant. C'est vraiment bizarre. Il fait vraiment des drôles de comportements sur la glace. J'avais pas remarqué. Vous remarquerez. J'ai fait remarquer à Phil l'autre jour, puis je vais en filmer, puis l'autre jour, je faisais reculer, je monte à ma femme, je dis, gars, il est couché là, tout le monde se lève, il s'en va à mise au jeu, puis il est encore couché là avec la main, avec la mythe. Ça a pas. En tout cas, tout ça pour dire, c'est un. Mais ouais, pas pour conventionnel. Que... Puis, je pense que ça peut être vu comme rassurant, mais pour les fans, ça peut être vu comme, hey, tu te donnes-tu ou. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire, j'aime pas ça de le mettre en dessous de l'autobus parce qu'il nous a sauvé le cul plus souvent qu'autrement. Pas d'honneur que les scènes sont pas en série. Sont pas en position de série présentement. C'est ça. Mais nous, Corpissalo, là. Voilà, c'est ça. Cresson. Mais dans l'ensemble, collectivement, ça a été pas un match super pour tout le monde. Puis ça a paru de pas avoir Ketchuk. Ça brise ton powerplay, ça brise ton top 6, ça brise ton joueur qui s'en va d'un coin, ça brise ton gars d'énergie, ça paraît. Imaginez Montréal sans Suzuki. Tu sais, c'est ça. Ça serait complètement une autre affaire. C'était le seul segment à Montréal aujourd'hui parce que je me suis couché en tabarnak hier, fait que ça me tente plus d'en parler. C'est pas le seul. Donc, toi, Stu, côté stress, toi, t'étais le plus confiant que c'est dans la poche. Ouais. Continue à penser ça. Moi, après la performance d'hier, c'est pas compliqué. Faut briser le corps. Ben non, c'est pas vrai. Non, pas stressé du tout. Tu sais, je veux dire, l'équipe a encore 5 points d'avance sur le Canadien de Montréal. Puis sur les Rangers qui ont autant de points. C'est Columbus. C'est Columbus, OK. Merci. Ouais. 8 des 9 derniers matchs sont à la maison. 2 contre Columbus. Il y a Tampa, la Floride qui s'en viennent. Fait que c'est des grosses semaines. Ouais. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sais que les Sénateurs d'Ottawa jouent beaucoup mieux contre des équipes c'est ça, là. Qui sont hauts au classement. Ça m'inquiète pas de jouer contre ces équipes-là du tout. Et ce que j'aime, c'est que les 2 prochains matchs, c'est contre Tampa Bay et la Floride. Ouais. Si on veut passer un message, parce que c'est potentiellement des adversaires... Les deux, oui. Les deux, là, pour la première ronde, s'il y a première ronde. On aime ça tout le temps relativer. Mais c'est le temps de passer, si on veut que les Sens passent un message à ces équipes-là pour dire que si vous nous affrontez en première ronde, ce sera pas facile, c'est là qu'il faut le faire. Si Tampa Bay, Floride débarque à Ottawa, puis on se fait rincer 5-1, 6-1, oh boy. Oui, boy. Ça, je suis d'accord. Mais ça m'inquiète pas pour l'instant. Puis là, de descendre de la première place wildcard à la deuxième, ça, c'est une chose. De descendre de la première à complètement être sorti du portrait des séries, non, je pense pas que ça va arriver. Par contre, je pense qu'on en parlait aujourd'hui, je pense que c'est Fortin qui l'a dit, on veut pas arriver dans les séries
Par la porte d'en arrière. Un peu comme des chiens battus. C'est ça. Exactement. Ouais. Tu veux quand même arriver avec la confiance. Fait que c'est important pour moi d'en gagner au moins 4 à 5 sur les 9 derniers. Puis je sais qu'ils sont capables. On les a vus toute la saison. Là. Tampa Bay, Floride, Columbus, Montréal, Philadelphie, Chicago, Caroline. Finir la saison avec Caroline. Oui, tout à fait. Fait que non, je suis pas inquiet du tout. Non. Good. Excellent. Je prends ta réponse, puis je vais essayer de mijoter ça, puis de m'encourager le plus possible. Ben oui. Pense à moi avant d'être couché. Fait que dans le fond, c'est ce qui va avoir servi un peu de question de la semaine, mais juste entre nous autres. Puis on posera la question tantôt à notre super fan, à notre brigadier. Petit segment commanditaire, JP Fortin, on parle de Rocket Fuel cette semaine. Est-ce que tu peux nous en jaser? C'est ce que j'ai dans ma bouteille d'eau ce soir, justement. Ah oui? Donc, Rocket Fuel, ce que notre Pascal boit présentement pour se donner de l'énergie avant d'aller se coucher. Ouais. Coucher moins fâché. C'est ça. Le Rocket Fuel est une boisson sportive conçue au Québec, unique en son genre. Elle allie électrolytes, BCAA et caféine. Tout ce que vous avez besoin pour rester hydraté tout au long de votre activité physique, pour vous aider à récupérer et aussi réduire la fatigue. C'est un 3 en 1. C'est une boisson sans sucre et avec seulement que 18 calories. Elle est disponible en ligne au drinkrocket.ca et on a un code promo BRIGADE15. Pour 15% de rabais. Exactement. Puis, ce qui est le fun avec parce que tu peux l'acheter en petits sachets, puis tu peux l'acheter en pot. Ouais. Ce qui est le fun avec le pot, avec la petite cuillère, tu as une game de hockey, bon, tu trouves ta gourde, remplis ça d'eau, mets une cuillère au complet. Mais quand tu te fais une petite bouteille juste pour boire dans la journée, moi, ce que je fais, je prends une tiers de cuillère. Rien que pour faire goûter l'eau, rien que pour pas que ça goûte l'eau flat. Fait que c'est ça que je fais. Puis, je bois ça. Un petit jus. Tu te fais un petit jus. Un petit jus. Ben oui, c'est mon petit jus à moi. C'est délicieux. Un petit jus. Petit segment Ligue nationale avant d'aller plus loin. Premièrement, ceux qui sont des fans de TSN et qui sont moins des fans de Sportsnet pour les matchs à la télé, vous allez être déçus parce que c'est Sportsnet qui a remporté la mise, mais on dit remporter la mise, mais il n'y a pas vraiment eu l'air d'avoir ça n'a pas été très compétitif comme processus. La Ligue nationale s'est juste assis avec Sportsnet puis a dit « OK, on règle ça pour combien cette semaine? » Puis ça a été pas mal ça. Je pense qu'on parle de 12 ans, 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars. C'est de l'argent? C'est de l'argent en tas. C'est de l'argent à maison. C'est impossible de rentabiliser ça. Je comprends pas. C'est ça, l'affaire. Puis, ce que je trouve décevant, c'est que on sait que le produit ne sera pas meilleur. Non. Que ce qu'il est en ce moment. Il va être biaisé. On va encore les matchs qui vont être diffusés à Sportsnet des Sénateurs d'Ottawa. Si vous l'écoutez, moi, j'écoute plus à Sportsnet, là, mais ça va être encore la même chose à l'intermission. On va parler d'Austin Matthews, on va parler de Mitch Marner, alors qu'ils ne le sont pas à la télé, peut-être. Ce que j'étais déçu, c'était vraiment de puis tu l'as dit un peu, on n'a comme pas été mis au courant du processus, fait qu'on sait pas, il y a quelqu'un d'autre qui était là, mais Amazon Prime, ces affaires-là. Parce que la qualité du produit d'Amazon Prime, de par les caméras, de par l'angle des caméras, les panélistes, les analystes, c'était vraiment un beau produit qui était extrêmement objectif dans son analyse aussi. Le gros avantage qu'il y avait, c'est qu'il faisait une game par semaine. T'sais, quand la game du lundi finissait, le lendemain, il se mettait sa production du match dans une semaine. C'est vrai. Contrairement à, mettons, Sportsnet qui en font plein d'équipes qui font plein de monde. Mais on aurait pris plus pareil. T'sais. Maintenant, c'est pas impossible que Sportsnet vende certains matchs ou fasse une espèce de partenariat comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour les matchs en français? Ça, je le sais pas, par exemple. Parce que TVA Sport avait l'entente avec Sportsnet. C'est eux qui diffusaient les matchs nationaux. Puis RDS avait quelques matchs locaux, tu sais, des diffusions locales. Ouais. Si TVA Sport ne réussit pas à aller chercher une partie de ce deal-là, est-ce que c'est la fin des émissions pour TVA Sport? Est-ce que ça... Fait que ça va être intéressant. J'imagine qu'ils vont se tourner maintenant qu'ils ont le deal, puis ils vont aller voir TVA Sport, puis ils vont essayer de faire un peu la même chose pour la diffusion des matchs. Donc... Là, tu as parlé d'un point, peut-être qu'on va juste éclaircir pour ceux qui nous écoutent.
l'entente avec Sportsnet et la Ligue nationale de hockey, Sportsnet Rogers, de 12 ans, c'est pas pour les matchs locaux. C'est ça. Fait que ça veut pas dire que c'est la fin des matchs des Sénateurs d'Ottawa à TSN, par exemple. Ça va être une autre entente. Fait que peut-être juste éclaircir ça pour ceux qui se disent en merde, là, tous les matchs, est-ce que ça va être à Sportsnet? Non, TSN va en avoir encore. C'est pas ça que ça veut dire. Oui, exactement. Puis parlant business, encore une fois, si on revient au sénateur, habituez-vous au nom Centre Canadian Tire. Ça va être là encore pour au moins 5 ans. D'autres choses qui ont été renouvelées. Je pense qu'on n'a pas de confirmation on parle de combien? Je pense que c'était entre 1,5 et 2 millions par année dans la dernière entente qui finit cette année. Donc, c'est renouvelé pendant 5 ans. 5 ans, on parle de nouvelle arena dans 5 ans. Est-ce que ce timing-là est matché ensemble? Bonne question. On va avoir eu quoi à Centre Corel? On va avoir eu... Avant Centre Corel, c'était quoi? Le Palladium. Ça a commencé avec le Palladium. Centre Corel. Ouais. La Place Banque Scotia. Centre Canadian Tire. Il n'y en a pas eu entre les deux, non? Non. Fait que c'est tous les noms qu'on a eus. Fait que quand Couradio Centre-Ville, ça va être quoi, vous pensez? Canadian Tire va-tu encore bider là-dessus? Moi, je verrais... Je sais pas. Ouais. À Ottawa, c'est des grosses firmes de bâtisseurs de maisons qui sont les grosses compagnies. Claridge Homes, puis tout ça. Tu sais, ils font toutes plein de pubs quand tu matches les sénateurs. Ça serait beau, ça, par exemple, le Claridge Home Arena. Ouais. Ah, ça serait pas pire. Tant que c'est pas le Pledge... Climate Pledge Arena, un nom comme ça, là, vraiment stupide, là. Qui m'énerve. Ça serait bon. Puis, encore un petit côté business, il y a eu une espèce de semi-scandale de chandail, de nouveaux chandails, de troisième chandail. Là, les photos sont sorties sur Internet. Oh, regardez, il y a un gars, ça aussi, ici, justement, avec un chandail. Puis là, la question, sont-tu beaux, sont-tu pas beaux? Sors un chandail, puis si tu veux générer, tu veux que le monde parle de ton équipe, là, sors un chandail. Ouais. 100%. Absolument. 100%. Le gars, c'était qui au juste? Aucune idée. C'est un gars qui vient pour patiner. Parce que moi, au début, je pensais que c'était Dennis Gilbert. Ah oui, ok, pareil. J'ai dit, il joue pas, il va bien servir à quelque chose. Non, de ce que j'avais lu, c'était quelqu'un qui travaillait pour l'équipe de marketing, justement. Qui avait décidé de mettre de l'équipement. C'était juste comme un photoshoot. OK. Mais c'est ça, là. Semble-t-il que c'était un design parmi plusieurs, puis qu'ils font des tests. Les sénateurs ont sorti un statement pour dire, écoute, on fait plein de tests, on plein de chandails qu'on essaye sur la glace, voir de quoi ça a l'air, puis c'est pas parce que vous avez vu ça que ça veut dire quelque chose, mais si c'était vraiment fait poigner culotte baissée, ça aurait été le même message quand même. Bon, ça tombe bien que c'est des tests parce que je l'ai pas aimé. C'est vrai? OK. Je l'aime pas. Moi non plus, Fortin. Je pense que j'avais dit à Fogg, c'est dans mon top 10 des chandails. S'il devenait un chandail, c'est dans mon top 10 des chandails des sports majeurs les plus laids que j'ai vus dans toute ma vie. C'est une balloune. Ouais. Ou c'est un ballon qu'ils ont envoyé pour voir justement la réaction. Après ça, dire, non, oubliez ça, là, c'était juste un... Mais tu vois, c'est leur choix. Épouvantable. Vraiment, là, la couleur du rouge était pas belle. Les épaules, ça avait comme pas rapport. Ça coupait. Écoute, il y a comme rien qui fonctionnait. Là, la bonne personne pour en parler, ce serait fort. Là. Ouais. Mais... Lui, l'as-tu aimé? Non. OK. Du tout. Non. Il dit que ça faisait aucun lien avec les Sens. Oui, exact. Donc, on va passer à notre invité, le segment partisan. Il y a plusieurs personnes qui nous... depuis qu'on a commencé ça, qui nous écrivent puis qui nous disent « Hey, moi, je suis un partisan, je reste à telle place au Québec, je suis au Lac-Saint-Jean, je reste à cette heure en Abitibi ou quoi que ce soit, je suis un fan depuis longtemps, puis je viens de découvrir votre podcast, j'aimerais ça venir jaser, je pense que j'ai de quoi à vous raconter. » C'est le cas de notre invité ce soir, puis on va passer à ce segment-là. Donc, petit segment partisan, super fan, brigadier. Oh, ça marche-tu pas, brigadier? On ne sait pas encore. On va demander aux gens de nous écrire. On a avec nous aujourd'hui Sébastien. Là, est-ce qu'on dit Nolan, comme on disait Owen Nolan, ou comment on prononce ton nom? Exactement, Nolan. On le dit à l'anglaise. Nolan, OK. Ouais. Comme Owen Nolan. D'ailleurs, ancien partisan des Nordiques, de ce que j'ai cru comprendre. Mm-hmm. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, vous autres? Good, numéro un. Écoute, tu nous as écrit en disant « Hey, pas de podcast, puis j'aimerais bien ça venir jaser un peu. J'ai fan des sénateurs depuis longtemps. Tu as ton hoodie des sénateurs en ce moment, d'ailleurs, de toute beauté. C'est fantastique. Est-ce que tu habites dans la région d'Ottawa-Gatineau? Toi, tu viens de quel coin?
Non, je suis en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda précisément. Oui. Donc, depuis 26 ans maintenant, anciennement de l'Outaouais. Donc, déjà là, il y a la connexion part un petit peu de là. De là, en fait. Oui. En fait, si vous voulez savoir pourquoi je suis un partisan des Sénateurs, comment ça a commencé, il faut remonter très loin. Je vais être honnête, je vais avoir 52 ans en fin de semaine. Donc, ça ne me dérange pas de donner mon âge. Donc, ça veut dire qu'au Québec, on commence à vraiment suivre le hockey à 5-6 ans à peu près, généralement. Donc, ça m'amène fin des années 70. Ouais, à peu près fin des années 70. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au hockey. Mes parents qui m'achetaient plein de cartes de hockey, ça m'aidait à connaître les équipes, les joueurs. Et il y avait de la gomme, il y avait de la gomme dedans, là, les O-Pitchy avec de la gomme. Oui, exactement. J'ai encore tout ça d'ailleurs. Les Nordiques sont arrivés dans cette période-là. Oui, exactement. Et je sais pas, j'étais attiré par leur uniforme, le bleu qui est ma couleur, les fleurs de lys, le fait qu'il y avait plein de Québécois dans cette équipe-là. C'était une nouvelle équipe, donc juste ça, l'effet de nouveauté, c'était quelque chose là, pour un petit gars de 5-6 ans. Donc j'ai commencé à suivre les Nordiques et je les ai suivis jusqu'à leur départ. Un grand fan. J'étais membre du fan club pendant des années. Oui. Même dans les années, les fameuses années qu'on les appelait les Nordindes, là, les années c'est le temps d'une dinde avec le zoo à Québec. Puis, ouais. Je les ai jamais abandonnés. Il est venu donc 1995 où ils sont partis. Entre-temps, les Sénateurs étaient arrivés quelques années avant, donc 1992. J'étais en Outaouais à cette période-là, à Maniwaki plus précisément. Moi, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à Maniwaki. Donc, en étant en Outaouais, je lisais le droit tous les jours, j'écoutais les nouvelles, les bulletins régionaux. Donc, on entendait beaucoup parler de ce retour des Sénateurs-là. C'était quelque chose, c'était encore là l'effet de nouveauté. Et puis là, c'était encore plus près que jamais de moi, une équipe de la Ligue nationale. Donc, ça retenait mon intérêt de grand fan de hockey. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, le tout premier match à domicile des Sénateurs, là, d'avoir regardé ça. Si ma mémoire est bonne, c'était à CTV, octobre 92. Alanis Morissette, qui était juste connu comme Alanis à ce moment-là, 18 ans, qui avait interprété brillamment l'hymne national. Ça partait bien la soirée. Contre le Canadien. C'était bien terminé. Contre les Canadiens, une victoire de 5-3. Donc, c'était le gros party. Et je pense que ça a pris genre 2 mois après avant que les Sénateurs une autre victoire. Oui. Puis on avait, écoute, un des meilleurs titres de l'histoire du journalisme à Ottawa. Le lendemain, on avait dit « Maybe Rome was built in a day ». En voulant dire, peut-être que Rome s'est bâti en une journée finalement. L'équipe arrive puis gagne un match. Non, ça n'a pas été tout à fait ça par la suite. 10 victoires, je pense, cette saison-là. Ça a été difficile. Mais bon, juste le fait, puis déjà là, le premier match, c'était contre le Canadien, c'était un événement, et le fait que c'était contre les Canadiens, étant un partisan des Nordiques, j'étais encore plus content que les Sénateurs gagnent ce match-là. Donc, rapidement, j'ai eu un lien là, qui est venu au monde avec les Sénateurs. Par la suite, le repêchage de 93, Alexandre Daigle qui est arrivé, c'était un joueur québécois, une vedette québécoise qui faisait en sorte que, malgré les difficultés de l'équipe, ça donnait le goût de suivre quand même l'équipe de plus en plus. Et il y a eu donc le départ des Nordiques en 95. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est sûr, sur le coup, je voulais continuer de suivre ce qui était mon équipe. Colorado, tu dis, je les ai suivis tellement longtemps, ils sont sur le bord d'aller chercher une coupe, tu peux pas les abandonner de même, J'étais heureux quand ils ont gagné la coupe la première année, heureux pour les joueurs qui méritaient ça pleinement, mais en même temps, tellement déçu que ce soit au Colorado et non à Québec. Donc, je me suis finalement rendu compte assez vite que suivre une équipe qui était à l'autre bout de l'Amérique, pas facile, hein? Plus mon équipe. Non, je me suis dirigé rapidement vers les Sénateurs et ça a tombé à peu près pas longtemps après, les Sénateurs qui ont commencé à être meilleurs, à faire les séries une première fois en 97. Je me rappelle très bien également de ce moment-là, après l'arrivée de Jacques Martin. Donc, l'attachement aux Sénateurs devenait de plus en plus fort.
Et j'ai jamais lâché par la suite. Au fil des années, on a eu des hauts et des bas, mais demeure un fidèle partisan, comme pour toutes les équipes de sport que je prends, je suis fidèle à mes équipes. OK. Puis fidèle dans le sens, est-ce que tu reviens faire des tours en Outaouais pour voir des matchs à Ottawa? Est-ce que tu te réserves quelques petites visites à chaque année? Malheureusement, pas à chaque année, ça ne donne pas. J'essaie d'y aller le plus souvent possible, beaucoup moins souvent que ce que j'aimerais, mais j'essaie de faire adonner ça avec... j'ai encore la famille qui est en Outaouais, Gatineau, Maniwaki, donc petite visite familiale, aller voir un match des Sénateurs quand ça donne. Comme je dis, j'aimerais ça y aller pas mal plus souvent, mais de temps en temps, là, c'est quand même mieux que rien. Donc, tu as sûrement vu beaucoup de matchs dans les premières années. Tu as sûrement vu beaucoup de matchs par la suite dans le temps que tu étais en Outaouais. As-tu des souvenirs un peu plus marquants ou des moments que tu étais là? Tu n'étais pas au premier match, tu sais? J'aimerais ça parler à quelqu'un qui était au premier match un jour. Sinon, ton moment le plus marquant que tu as vécu au Centre Canadian Tire ou au Centre Corel ou au Palladium, on en parlait justement tantôt parce que le CTC va rester ce nom-là encore pendant 5 ans. Là. En fait, je pense que j'ai vu plus de matchs depuis que je suis en Abitibi. Ben voyons, OK. Les premières années, j'étais pas si loin, mais j'étais quand même trop loin, pas d'auto, rien. Ouais. Donc, OK, j'ai pas vraiment de souvenirs. Sinon, c'est sûr que j'étais une fois en série, donc c'est sûr c'est un match de série, c'est quelque chose. C'était la fameuse année, le retour spectaculaire, c'est quoi, 2015 avec Andrew Hammond? Ah oui, ben oui. Ouais. Avec sa fiche de, je pense, 20 victoires en 23 matchs. On avait affronté le Canadien en série. Ça avait mal commencé. Montréal qui avait pris les devants 3-0 dans la série. Là, je me disais, j'avais mon billet d'acheter. Je me disais, pas sûr que je vais avoir l'occasion d'y aller. C'était quoi? C'était le match 6. J'avais le billet pour le match 6. Finalement, les Sénateurs, gagnent le match 4, gagnent le match 5. OK, on s'en va à Ottawa. Ça a malheureusement été le dernier match de la soirée. J'ai même pas vu de but parce que Carey Price avait tout arrêté ce soir-là. Ben en fait, tu as vu un but, mais l'arbitre avait sifflé. Le but de Pajot, l'arbitre avait sifflé. Puis je pense que j'entends encore ce coup de sifflet-là dans mes cauchemars la nuit. J'en veux encore à cet arbitre-là. Comme les partisans des Nordiques pensent encore au but d'Alain Côté. Oui, c'est ça. 100%. Ah non, pour moi, c'était l'équivalent. Ce soir-là, quand même, juste le fait de m'être déplacé de Rouyn-Noranda à Ottawa, d'être là ce soir-là, à la fin du match, on s'est levé, applaudir les gars, dire bravo, ce que vous avez fait, là, c'est une remontée historique. Et juste pour ça, ça valait la peine d'être là et ça demeure sur place mon meilleur souvenir malgré la défaite, mais c'était malgré tout un très beau moment. Là, cette année, on ne veut pas parler du mot en S. On ne veut pas le prononcer. Si jamais les Sénateurs devaient jouer en S, est-ce que tu te promets de venir voir un match? Est-ce que c'est dans tes plans? J'aimerais ça. En fait, le plan que j'avais, c'était d'y aller en fin de semaine pour le match contre les Panthers. Okay. Aller voir la famille, fêter mon anniversaire en même temps. Malheureusement, je suis dans le protocole des commotions cérébrales pour employer un terme de hockey. Okay. Donc, ça va de mieux en mieux, mais la route, faire 6-7 heures de route, ça me tentait pas vraiment. C'est un petit peu trop difficile. Donc, j'ai dû mettre ça de côté, mais j'espère... Garde l'argent. C'est ça, exactement. Peut-être me reprendre Non, je dirais pas le mot. Non, dis pas. De toute façon, je vais l'éditer, ça, je vais l'enlever. Je vais toutes les remettre après, là, quand... si jamais. Sébastien, je suis curieux de savoir... qui dans les Sens t'a fait vibrer en tant que joueur? Est-ce que tu as un joueur particulier que, même dans le passé ou actuellement, il y a un joueur dans ton cœur? Si je vois dans le passé, c'est sûr que pour moi, Monsieur Sénateur, c'est Daniel Alfredson. C'est vraiment un incontournable. Même si, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner avec lui. On est passé proche en 2007. Ouais. Donc, ça demeure le joueur des Sénateurs pour moi. C'est sûr que dans l'édition actuelle, je trouve qu'on a du choix. On a vraiment des bons joueurs à qui s'attacher. C'est sûr, notre capitaine, c'est un incontournable.
Il joue avec... c'est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Des gars comme Tim Stutzle qui est spectaculaire quand il part avec la rondelle. Ça me rappelle un petit peu l'époque où c'est Rick Carlson qui a été un autre grand. Tous ses souvenirs là, de le voir partir dans sa zone avec la rondelle. Tim Stutzle est capable, quand il part de loin, de s'en aller un petit peu comme ça. Et là, de plus en plus, un gars comme Jake Sanderson, c'est impressionnant ce qu'il fait également. J'adore aussi Thomas Chabot, notre Québécois, et je trouve d'ailleurs que cette année, c'est probablement sa saison la plus satisfaisante. Oui, là, il est redevenu le Thomas Chabot qu'on voulait. Ce que l'arrivée d'un gars comme Jensen a fait pour l'aider. Et le fait d'être aussi sur la deuxième paire, un petit peu moins de responsabilité. Donc, j'adore Thomas Chabot, qui, de ce que j'entends, est aussi un des grands leaders de cette équipe-là. Oui. Ben oui. On voit que tu détestes pas parler puis tout ça. Je pense que tu as toi-même un podcast puis tu as fait un peu affaire dans les médias puis tout ça. Tu es à Rouyn-Noranda. Tu es encore dans les médias? Tu fais encore du travail dans les médias? Non, en fait, j'ai été animateur radio pendant une dizaine d'années. J'ai commencé en Abitibi? Mes classes justement à Maniwaki. Ah oui, OK. C'est ce qui m'a amené après ça en Abitibi, à Rouyn-Noranda, l'ouverture d'une station classique rock à la fin des années 90. Donc, j'ai été 10 ans de temps animateur radio. Après ça, je suis passé à autre chose. Je suis toujours dans le domaine des communications, là, mais pas de la radio. Mais le micro est toujours resté très près avec notre équipe de hockey junior, les Huskies de Rouyn-Noranda. Ça fait quasiment... ça fait une bonne vingtaine d'années que je donne un petit peu de mon temps pour eux. Il y a eu une émission à la télé communautaire pendant une quinzaine d'années. Je co-animais ça avec un collègue. Donc, on faisait des entrevues avec les joueurs. Et dans les dernières années, j'ai eu un blog sur le site de l'équipe. Et depuis 3 ans, un balado donc que je fais à peu près une fois par mois durant la saison, là, des entrevues avec les joueurs actuels et d'anciens joueurs aussi des Huskies. Puis là, ils sont justement en série contre les Olympiques. Ils mènent 3-0 dans la série. Pendant qu'on enregistre le 4e match, c'est maintenant 2-2. Penses-tu que ça se termine ce soir, cette série-là? C'était quoi l'approche des partisans des Huskies en se disant on va affronter les Olympiques? Les Olympiques ont eu de la misère contre beaucoup de clubs cette année, mais les Huskies, c'était pas un de ces clubs-là. Val-d'Or, ils ont joué 8 fois contre Val-d'Or, ils n'ont pas battu une fois. Mais les Huskies, ils ont réussi à les challenger. Puis à date, les matchs ont tous été relativement serrés, à un but. Mais c'est 3-0 pareil, puis là, c'est 2-2. Là. Oui, je pense que ça va finir ce soir, au moment où on se parle, 3e période, j'ai bien l'impression, mais bon, on ne sait jamais. Mais je dirais que les prédictions, ça ressemblait beaucoup à du Husky en 5 ou 6. OK. C'est pas mal ça. Oui. Donc, on se gardait une petite gêne, là. Le balayage, c'est jamais chose facile, mais 5 ou 6, là, je pense que pas mal tout le monde était très confiant avec ça. Bon, good. Fait que c'est sûr que moi, je regarde ça puis je dis, ils vont-ils aller gagner un match à soir? Ils ont beaucoup de blessés. Ils ont Théos Jordan qui est blessé. Je pense que c'est Jérémy Mainville vraiment qui joue pratiquement juste sur une jambe. Puis aller gagner un match pour aller se faire éliminer. Pour retourner. Je suis pas sûr que ça va leur tenter de prendre l'autobus. Ce serait le même scénario que l'an passé, d'ailleurs. Ça fait 3 saisons de suite qu'ils se prennent un contre l'autre. Oui. Comment ça se gagné en 4 il y a 2 ans. Et, d'ailleurs, au dernier balado, j'en ai parlé, notamment avec un de vos collègues journalistes en Outaouais. Yannick Saint-Denis. Oui. Exactement, qui était à mon balado. J'en ai parlé avec des partisans aussi. Donc, comment on voyait ça, le fait qu'on s'affronte 3 ans de suite. C'est pas la première fois, on s'est souvent affrontés. Mais je pense de façon générale, c'est quand même bienvenu. Premièrement, parce que les deux équipes sont pas très loin. Hein. C'était ça où on affrontait les Moussets d'Halifax. Donc, en termes de transport, c'était pas mal mieux. Et puis, c'est une rivalité. Nous, on a notre rivalité avec les Foreurs et on a aussi cette rivalité-là avec les Olympiques. Cool. Ah, c'est le fun. C'est bon pour tout le monde. Tout est dans tout. C'est impressionnant pareil. Quelqu'un qui nous écrit pour nous dire « Hey, moi, je vous suis, je reste en Abitibi, ancien fan des Nordiques, des Sénateurs, je parle des Huskies. Des Huskies sont contre les Olympiques. Parle avec Yannick Saint-Denis, avec qui je fais de la radio le mardi. » C'est incroyable. Le monde est tellement grand puis tellement petit en même temps. C'est fantastique. En terminant, Sébastien, notre question de la semaine, si on veut, entre nous, c'était... Ça fait longtemps qu'on dit les Sénateurs semblent en bonne position pour les séries. Ils sont en bonne position. C'est rien de garanti. Avec les derniers matchs, on est un peu... Pour les ils sont en bonne position pour les séries. OK. C'est bon. C'est rien de garanti, mais avec les derniers matchs, on est inquiet.
avec les matchs à venir, on est inquiet. Ben moi, je suis inquiet. Stu n'est pas inquiet. JP est à quelque part entre les deux. Comment tu vois ça d'ici la fin de la saison? Ben moi, après le match de samedi sur X, j'ai écrit pour la première fois que ça sentait les séries à Ottawa. OK. Ouais. Après ce match-là, je pensais que notre coussin était bon. Là, on affrontait Pittsburgh, après ça, Buffalo. Je dis, bon, on va au moins aller chercher 2 points dans ces matchs-là. On en a eu un. Ouais. C'est sûr que là, je regarde le calendrier. Bon, le Lightning qui est pas facile à battre. Les Panthers. Après ça, les Blue Jackets, 2 fois, coup sur coup. Les Blue Jackets qui jouent du gros hockey, c'est ainsi. Ouais. Moi, je pense que la prochaine semaine, là, si dans ces 4 matchs-là, on va chercher au moins, mettons, 4 points. Là. Déjà là, 4 points, je pense qu'après ça, on est correct. Là. On roule. Les Flyers, les Blackhawks en fin de saison. Mais c'est sûr que j'ai quand même une petite inquiétude. Là. Surtout après la défaite contre Buffalo, là, je me dis 2 défaites de suite. Mettons qu'on aligne 4 ou 5 revers de suite. Là. Non. Il ne restera plus un gros coussin. Ça ne veut pas dire qu'on va être en dehors des séries parce qu'on va être encore probablement un petit peu en avant ou égal aux autres, puis il va rester nos derniers matchs. Mais là, la pression va être pas mal plus forte, par exemple. Donc, ça va être à l'image des dernières victoires des Sénateurs. Une bonne avance, puis plus le match avance, plus on perd cette avance-là. Mais on sort avec les 2 points. Fait qu'on on va espérer que ça va ressembler à ça. On l'espère. Je demeure très confiant. Honnêtement, si en début d'année, si on m'avait demandé c'était quoi l'objectif, qu'est-ce qui me rendrait satisfait, juste de voir une nette amélioration, une nette progression, j'aurais dit que c'était correct, comme on le voit cette année. C'est sûr que là, rendu au mois d'avril, on a une avance comme ça, ça ferait mal au cœur de ne pas faire les séries. Fait que je demeure très confiant. Wow. Good. Super. Bon, on va se laisser sur une note positive. J'aime ça. Puis, écoute, on va continuer à te suivre sur X, puis on va continuer à jaser. Ben, parfait. Je veux juste vous dire un gros merci de l'invitation, un gros bravo de votre travail. Merci. Je trouve ça tellement important d'avoir un balado comme le vôtre pour parler des sénateurs, parce que j'avoue, comme partisan de l'équipe, et donc qui n'aime pas tant entendre parler des Canadiens, j'étais tanné. J'ai commencé quand c'était la mode des balados. Si je peux me permettre là, de prendre juste quelques dernières secondes. Quand c'était la mode des balados qui a commencé, je commençais à écouter ça, les balados de hockey. Ah, c'est le fun. Mais là, ça parlait juste des Canadiens. Fait qu'à un moment donné, pour moi, c'est trop, c'est trop. Fait que c'est pour ça que de pouvoir, chaque semaine, entendre parler de nos sénateurs, super. Merci. Là, c'est pas. Ben oui, puis on te réinvitera à un moment donné pour parler de ton expérience d'un match des séries. N'importe quand. Excellent. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Merci, Sébastien. Bye. Messieurs, juste pour finir sur les blessures. OK? Jensen est limite. Jensen, ça fait 2 mois, je pense, qu'il n'a pas pratiqué avec l'équipe. Brady qui est blessé. Et Josh Norris qui est blessé encore. Imaginez-vous si Josh Norris est encore là cette année avec nous. Ouais. Blessé. Brady blessé. Puis là, t'as pas Cousins? Non. En pleine course aux séries. Oui, mais on serait probablement en train de regarder de l'extérieur. Selon moi. Oh my God! On l'a-tu échappé belle? Quelque chose. Mais est-ce qu'il est blessé au point de manquer des matchs? S'il était dans la course avec les Sénateurs, est-ce qu'il jouerait? Moi, je pense que oui. Puis moi, je pense que Josh Norris joue pas parce qu'il va pas rester à Buffalo. Puis il veut juste pas aggraver quoi que ce soit, puis baisser. Les Sabres veulent pas baisser sa valeur sur le marché. Mais moi, ce gars-là, pour moi, il se fait échanger cet été. Il ne fit pas avec les plans d'où est-ce que l'équipe veut aller, puis le style de joueur qu'ils ont. Tu dis de ne pas baisser sa valeur en ne jouant pas puis en restant encore blessé, ça diminue sa valeur, là, parce que le monde dit, mais il est encore blessé. Oui, mais mettons que là, il joue blessé, puis là, il se blesse à l'épaule, puis là, il faut qu'il se fasse opérer, tu sais. Là, il n'y a personne qui va être touché à ce gars-là. Là. Alors que là, c'est une blessure, on ne sait pas trop c'est où, tu te dis, regarde, on va prendre une chance avec, mais les fans des Sabres de Buffalo, eux autres, ils capotent. Là. Je veux dire, ils voient Cousins arriver à Ottawa, il y a genre 800 mises en échec, 9 points en 15 games, il gagne comme 54% de ses mises en jeu, puis là, Josh Norris, il arrive 2 matchs, puis il est blessé. Ouais. Ils l'ont pas détesté avec sa passe à la veuillette. Ça, je peux pour dire. Ils l'ont aimé que la passe au TPN. Non, pas hier. Non. J'ai rarement vu un gars faire sa passe, regarder le gars partir, score un but, virer de bord,
aller s'asseoir sur le banc, se mettre la tête entre les deux jambes. Ouais, ça a pris 3 secondes, il était assis sur le banc, comme un enfant qui a échappé son verre de lait, puis tu le regardes en voulant dire « Qu'est-ce que t'as fait là? » Il s'en va tout seul dans sa chambre en punition, il n'a même pas besoin. Non, il savait. C'est exactement ça. C'est comme mon chien quand il fouille des poubelles. C'est ça, un chien qui fouille des poubelles. La pogne qui ou qui a ouvert un divan, puis il a sorti la rembourrure, puis là, c'est qui a fait ça? Ouais. On est content pour Shane Pinto, un 200 matchs pour Shane Pinto, 100 points. On parle beaucoup de Brady, hein, à quel point quand Brady marche, les Sens marchent, mais quand Shane Pinto marche, les Sens marchent, là, encore plus. Là. Écoute, c'est 21 victoires, une défaite en prolongation quand Shane Pinto a 1 point. Puis, et vous allez me dire quelque chose, comment ça se fait que Shane Pinto n'est pas sur le powerplay? Hein? Bonne question. Il est sur aucune vague. Aucune vague. Parce qu'il est sur le piqué. J'ai plus. C'est pas. Josh Norris faisait. Ouais, je sais bien. C'est pas une. Et moi, j'ai beaucoup de questions avec le powerplay. J'en ai beaucoup. Shane Pinto, comment ça se fait qu'il est là? Je veux savoir pourquoi Timmy est à gauche, puis Claude Giroux est à droite. Ouais. Puis il n'y a personne sur leur one-timer. Moi, je personne pour tirer. Personne pour tirer. Mais moi, on dit qu'ils sont bons pour se passer à la porte. C'est des passes. Oui. C'est. Voilà. Cherche le jeu parfait. Puis, si Brady n'est pas là pour être en avant du but, il n'y a personne vraiment pour aller déplacer le monde. Parce que quand on en prend un tir, soit qu'il est bloqué ou soit qu'on ne prend pas le retour. Fait mais il va falloir trouver une solution à l'avantage numérique parce qu'ils n'ont eu 3 ou 4 en première période contre Buffalo. Ça n'a rien donné. Ouais. Ça ne peut pas arriver. Là. Ouais. C'est souvent le même jeu. Là. Bumper. Bumper, c'est la goal line, puis là, c'est tout le temps ça. Puis là, t'as Stuzla qui se promène en haut sur circle, puis là, il va faire tout à ma fille. Il y a un truc que j'ai vu hier que Buffalo a bien fait, mais moi, ça m'inquiète un petit peu. Puis ça, on a déjà parlé, puis c'est le fait que Thomas Chabot n'est pas capable de rendre ses lancers au filet. Non. Soit que ses passes sont bloquées ou ses lancers sont bloqués, puis c'est comme un manque de jugement de sa part. Hier, Buffalo, ils l'ont fait. J'ai compté 7 fois où est-ce qu'ils ont forcé Thomas Chabot dans une position où est-ce qu'il prend un tir, où est-ce que le tir a été bloqué. Ouais. Et là, moi, je me demande, est-ce que Thomas Chabot, quand on le met sur le powerplay, ses tirs sont bloqués non-stop. Puis Thomas, il est très talentueux, mais je pense pas que c'est le joueur le plus dynamique non plus. Non. Je me demande si c'est un fit sur le powerplay, Thomas Chabot. C'est un skill. C'est un skill à prendre la rondelle à la ligne bleue puis trouver. L'angle de tir, il ne viendra pas tout seul. C'est toi qu'il faut qu'il le crée. C'est toi qu'il faut qu'il walk the line, comme on dit. C'est toi qu'il faut qu'il s'en aille d'un côté, qu'il break, qu'il revienne. Là, tu vas pouvoir tirer. Mais quand tu as la passe, à moins que vraiment ton joueur t'a attiré 2 joueurs, puis là, il t'a mis tout seul. Mais encore là, les joueurs qui sont en avant du but vont avoir le temps de se placer. Puis c'est quelque chose que Jake Sanderson a dit qu'il avait pris attention après sa première année. Il avait dit, j'ai passé l'été au complet à regarder, je pense que c'était Romani aussi, tous ses buts, comment est-ce qu'il avait réussi à se démarquer, puis c'est ça que j'ai travaillé tout l'été. Fait que c'est un skill, mais c'est un skill qui s'apprend. Mais Chabot, effectivement, je pense qu'il n'a jamais eu ce flair-là de dire, je vais m'accréer la ligne de tir. Mais sinon, on n'a pas une autre option à la bleue, là, à part Sanderson. Là. C'est ça le problème, là. On va aller chercher Eric Brandstrom. Je sais que tu fais des jokes, là, mais Eric Brandstrom, il était capable. Quand il était à Ottawa, il était très dynamique. Oui. C'est une joke, mais quasiment pas. Mais ça serait un joueur sur le powerplay, comment on appelle ça? Un joueur de powerplay désigné. Il joue pas de la game, mais il joue juste sur le powerplay, c'est un joueur de plus, comme un frappeur désigné au baseball. C'est bon, ça. Ouais, on va inventer ça. Mais un autre joueur qu'on se demande si ça va finir par marcher, c'est Zetterlund. On en parle à tous les semaines. Mais comment tu peux avoir autant de chances, puis autant de tirs, puis que ça marche pas? Il y a un point, là. Une passe. Il y a un point. Puis là, il joue sa première ligne, il joue avec Tim Stutzla, puis il est un shooter. Il y a des chances en or. Oui. Timmy fait rien que ça, essayer de faire des passes, tellement qu'il shoot même plus lui-même. Timmy, je pense qu'il est à même pas 2 tirs par match. Là. Ses stats de tirs sont incroyables, là, comparativement à la saison qui a eu 39 buts. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas combien de tirs par match, mais c'était le double ou le triple. S'il était juste à 3 tirs par match, ça serait déjà pas pire, mais il veut pas. Et puis il le sait, il l'a dit dans le podcast Coming in Hot. Il dit, je pense que je veux trop faire des cadeaux à mes coéquipiers, nanana, comme. Ça, c'est un problème. Oui. Parce qu'il y en a 4 dans ses 18 derniers. Oui. Puis Claude Giroux en a autant, puis on dit que Claude Giroux connaît pas une saison extraordinaire. Fait que, mais lui, c'est parce qu'il ramasse les points. Il ramasse les points à gauche puis à droite avec ses passes. Là. C'est ce qui le maintient comme un joueur dominant, mais sinon, ça prend plus de buts. Timmy,
Timmy, c'est pas un gars de 70 points, il se sentait être un gars de 90 points avec au moins 30 buts par saison. C'est ça le problème en ce moment. C'est ce qu'on pense. Que j'ai avec lui. C'est ce qu'on pense. Il l'a déjà prouvé. Il l'a déjà fait. Là. Mais combien de joueurs ont eu des saisons de 20 buts, 30 buts, puis n'ont jamais refait ça, tu sais? Je pense pas que c'est le cas, là. Ça reste un joueur vraiment dynamique. Mais tu sais, puis il a parlé de... comment il s'appelle? Travis Green. Et Travis Green m'a demandé cette année d'être un joueur de 200 pieds. Lui il aurait répondu, ben là, mon linge me fera plus, mais ça, c'est une autre affaire. Mais il a demandé d'être un joueur qui est capable de jouer sur 200 pieds de la glace. Puis je pense pas qu'un joueur peut se transformer en joueur défensif puis garder son même flair offensif. Dans une année. Pas dans une année. Ça a un impact. Mais tu peux. Oui, il y a un joueur qui s'appelle Andy Kopitar qui l'a fait depuis 15 ans, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est ça. Fait que je pense qu'il souffre peut-être de ça un peu cette année, puis c'est pas une mauvaise chose. Avec les années, avec le temps, on va voir là, comment ça va se développer, mais non, Zetterlund, à chaque fois, là, parce qu'il y a le talent, là, il y a le flair pour se démarquer. Il y a des gros jambons de chaque bord du tronc. Il est capable de aller large, du reculon, se rentrer dans le slot, recevoir une passe, puis la sacrer sur le goaler. Tu dis, non, tu peux pas manquer ces chances-là. Ben, bon, ça, c'est un point que j'ai, puis peut-être, Fortin, tu pourras me dire ce que tu en penses. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il veut trop. Mais moi, je trouve que quand je dis il veut trop, c'est que, oui, il va être dans le slot, mais il est trop collé au gardien de but. Puis ça, c'est un art d'être proche du gardien de but, puis pouvoir jouer avec ton corps, jouer avec la rondelle vite, puis pouvoir la mettre. Avec le type de lancer qu'il a, il devrait être un peu plus reculé, être un peu plus en retrait pour se donner plus d'espace, puis se donner plus d'angle de tir. Puis je trouve qu'il est tellement proche qu'on dirait qu'il se bloque. Puis la game contre Buffalo, à Buffalo, il y a eu 2 chances parce qu'il était tellement proche que le gardien de but fait juste bouger puis il l'arrête. Alors que s'il est plus loin, il y a un meilleur angle. Puis le match contre les Sabres mardi à Ottawa, c'était un peu la même chose. Parce qu'il est tellement collé au gardien de but que t'as comme pas de chance. Fait que j'ai l'impression qu'il est capable de, premièrement, relaxer son bâton de hockey. Là. C'est pas obligé de partir comme une grenade de ton stick. Là. Puis deuxièmement, se reculer puis se donner juste un peu plus d'espace, plus de recul, je pense qu'il y aurait plus de chance parce que la majorité de ses buts à San Jose que j'avais vu, c'est beaucoup sur le rush puis c'était de plus loin. Fait que... Ouais, mais c'est ça, c'est pas lui qui a rondelle sur le rush, c'est Timmy. Non, c'est ça. Mais je laisse un Monaghan encore, là. Nouvelle organisation. C'est pas parce qu'il joue mal. Il joue très bien, il a ses occasions de marquer, c'est juste le finisher qui est pas là. Puis, mais quand ça va débloquer, je pense que ça va devenir... C'est tout ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Puis je l'ai dit dans le dernier épisode, je pense que ça va peut-être devenir une carte cachée en termes de production, où est-ce qu'on va pouvoir jouer avec puis l'utiliser à bon escient sur peut-être les 2 vagues en powerplay. Ça peut devenir un atout pour Travis Green. Oui, parce qu'en ce moment, entre lui et Adam Gaudette, sa première ligne, ça fait pas de différence. Non. Un ou l'autre. Non, du tout. Ça revient pas mal au même. On parlait d'Hamonic tantôt. Les Sénateurs, sans Travis Hamonic, cette année, sont 10 victoires. Ben là, 10 victoires sont rendus à 5 défaites. 3 défaites en prolongation. C'est toute une différence pareille. Ben, tu vois, moi, je trouve ça pas tant énorme. Ben, c'est le double de victoires, là. Ben, sur 82 matchs, ça donne une saison de combien de points? 111 points. Merci. T'as peu, je comprends pas. 10 victoires, 4 défaites, 3 défaites en prolongation. Ouais. Si tu mets ça sur 82 matchs, c'est 111 points. Ah, ok. Dans le sens, ok, je comprends. C'est exceptionnel. Ok. Mais, écoute, c'était pas de sa faute contre Buffalo. Faut, pas ce Buffalo-là. L'autre Buffalo, oui, mais pas celui-là. Mm-hmm, c'est ça. Quelqu'un qui avait mis justement un scénario. Là, si les Sénateurs finissent 2-5-1, ça lui donne 89 points. 2-5-1. Si les Canadiens finissent 5-2-1, ça lui fait 90. Puis si Columbus, qui ont un match de plus à jouer, finissent 6-2-1, ça lui fait 90. Fait que ce serait le scénario catastrophe qui pourrait se produire. Là, c'est qui a mis ça pour me donner de l'anxiété? Ah, c'est moi! T'en regardes ça en perspective puis tu fais... Ah, ben... C'est pas impossible. C'est pas impossible, là. Non, c'est pas impossible, là. Aïe, il faut que je prenne une mélatonine en soir pour dormir. Bon, va prendre du Rocket Fuel, ça va t'aider. Ouais, c'est bien ça qui te donne ces idées-là, toi. T'en prends avant l'épisode, puis là, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? T'en prends pour perdre? Hey, le plus impressionnant, c'est le nombre de buts par match sans Hamonic. On serait à 2,24. Ouais. Et les Jets de Winnipeg sont à 2,34 avec Connor Hellebuck dans les nets.
Mais tu sais, ces stats-là, j'en prends puis j'en laisse. Parce qu'il faudrait faire l'exercice avec tous les joueurs. T'sais. Enlève un joueur, on est combien? Enlève un joueur, on est combien? Enlève un joueur. Fait que là, il est-tu vraiment le pire? Tu peux t'amuser longtemps, mais c'est pas grave. Ça fait jaser pareil. Là, vous savez qu'il faut en rejouer. Hein? Non, c'est sûr. Mais on est correct. Il va jouer en playoff, là. On est correct. Moi, même aller contre Floride, je suis correct. Je veux juste pas le voir à chaque match en playoff. C'est ça. Ouais. Vas-tu? Mais c'est sûr qu'il va jouer tous les matchs en playoff. Ils sont en train de le reposer pour les playoffs. C'est sûr. C'est ça, c'est lui qui se fait time management. Ben oui. C'est pas Brady. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis on va le dire, c'est un vétéran, pis ça, c'est sûr. Ouais. Hey, avez-vous vu le poisson d'avril? C'est Sans Buzz qui avait mis ça. Travis Hamonic signs a one-year deal. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai pas vu ça. Ça, c'est pas un poisson d'avril, c'est un Nightmare Fuel. Phil s'est fait poigner. Non, oui. ouais. Ah, c'était évident, là. C'était un poisson d'avril. Pas longtemps, là, mais tu sais, il a eu le temps de faire tabarnak. Ouais. Donc, les boys, ça va ressembler au match jeudi, prochain match contre Tampa Bay, que les Sénateurs les ont déjà battus cette année à la maison. À moins de me tromper, ils ont battu et Floride, premier match de la saison, et Tampa Bay. C'est quand ils sont allés en Floride que ça se gâte. Ouais, que c'était pas facile. On va jouer dans notre environnement, dans la neige, dans la pluie verglaçante. Petit gars de la Floride, il aime pas ça. Brad Marchand, il aimera pas ça non plus. Donc, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi aller sur labrigadepodcast.ca/merci si vous avez envie de redonner. Si vous avez apprécié, on vous a diverti, on vous a fait rire, on vous a fait pleurer, on vous a fait réfléchir. Gênez-vous pas, ça fait toujours plaisir. Tout l'argent va aller à l'amélioration du podcast et Dieu sait qu'on en a besoin d'améliorer notre podcast. Vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, Facebook, Blue Sky, un peu partout. Jasez avec nous. On aime vraiment ça quand vous nous écrivez. Vous envoyez des messages des fois en privé. Vous voulez venir jaser avec nous. On ne peut pas passer tout le monde. On a plusieurs personnes en attente qu'on dit que, oui, quand on va avoir un prochain segment, partisans, on va vous inviter. Donc, gênez-vous pas. Écrivez-nous. Vraiment ça, entendre parler de vous autres. Même sur notre site, vous avez labrigadepodcast.ca, il y a contact, vous pouvez nous écrire. J'aimerais ça peut-être à un moment donné mettre un petit format où vous pouvez laisser des messages audio. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait, laissez-nous savoir aussi. Donc, vous laissez comme un voicemail, comme un message vocal. On peut jouer en ondes, puis après ça, si vous avez une question ou quelque chose du genre, on peut en discuter. Et en terminant, les boys, est-ce qu'on avait un mot de la fin? Prière. Le mot en S. Prière, ouais. Ouais, le mot en S. Le mot en S. Ça va être le mot en S. Le mot qu'on ne doit pas prononcer encore. C'était La Brigade, le seul podcast francophone dédié aux sénateurs et au hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.